Dans cette vidéo, nous allons traiter le sujet numéro 11 de l'épreuve pratique de NSI dans sa version 2026. Donc nous allons faire quelques petits rappels et puis nous allons faire un TP parallèlement à ce sujet pour que l'on puisse se replonger dans la notion ici qui va être utilisée, c'est-à-dire l'algorithme des KNN, des cas plus proches voisins. Alors d'abord, les premières choses qu'il faut rappeler, c'est tout ce qui concerne les dictionnaires, les tuples et les listes. Alors n'oubliez pas qu'un dictionnaire en Python est associé à un couple de valeurs clé-valeur. Donc ici, par exemple, vous voyez, vous avez un dictionnaire qui est nommé zone, et nous avons ici les clés, végétation, proximité eau, densité urbaine, etc. Et à chaque clé, précédée par un deux points, nous avons les valeurs pour chaque clé, 9, 6, 0, etc. Donc par exemple, si je veux récupérer ici la valeur 9, il suffit que je prenne le nom de la variable, ici zone, et entre crochets, je renseigne la clé et j'accède bien sûr à la valeur 9. Alors attention dans le parcours des dictionnaires. Vous voyez par exemple ici, si je prends ce dictionnaire, donc nous allons ici, je vais me placer ici dans la console. Voilà, j'initialise mon dictionnaire. Donc quand je vais parcourir le dictionnaire, je vais faire for clé in zone et je vais faire un print de clé. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai bien récupéré les clés du dictionnaire. Alors, si je veux récupérer les valeurs, là cette fois-ci, alors bien sûr j'essaie d'adapter le nom de la variable en fonction de la donnée que je récupère. Donc là cette fois-ci je suis obligé à la variable dictionnaire de indiquer que je veux récupérer les valeurs. Alors attention, une erreur fréquente est l'oubli des parenthèses. Donc, si je fais cette manipulation et que je ne modifie pas ici la variable, je ne vais pas avoir le résultat recherché. Donc vous voyez, j'ai bien récupéré les valeurs. Alors, même chose, on pourrait avoir cette précision pour les clés. Il y a le mot-clé keys qui existe et qui me permet aussi de récupérer de la même façon les clés. Alors bien sûr, je peux dans un algorithme avoir le besoin de récupérer à la fois les clés, la clé et la valeur associée. Et là, je dois mettre comme mot-clé, donc ici la méthode que je vais utiliser tout simplement sur mon dictionnaire, c'est items. Et ici, je vais pouvoir récupérer donc la clé et la valeur. Alors, habituez-vous, vous voyez, ici, je vais faire une récupération simple, mais je pourrais, ça, il faut essayer de vous habituer à faire une récupération un peu plus sophistiquée en utilisant les docstrines. Vous voyez, je peux faire tout simplement, c'est quand même un peu plus sympa d'utiliser quelque chose qui a un visuel qui permet à l'utilisateur d'avoir une vision plus claire de ce qu'il récupère. Donc ici, vous voyez, je fais clé. Et puis là, je fais valeur. Voilà, j'ai fait une docstring, c'est un peu plus, comme vous le constatez, c'est un peu mieux. Alors, vous voyez, clé et valeur. Alors, ça, c'est pour tout ce qui concerne le dictionnaire. Alors, dans le dataset là qu'on va récupérer, qu'on va traiter, on a
l'étude de la présence d'un renard. Donc si on regarde ici les données qu'on récupère ici, donc les données de l'habitat, vous voyez hein, les zones. Donc là on va récupérer ici toutes les zones, et vous voyez on a une des clés ici qui est présence du renard, et 1 ce sera le renard est présent dans la zone, 0 il n'est pas présent. Puis ensuite on a des caractéristiques propres à la zone, hein. Donc vous voyez ici on a une liste de dictionnaires. Ça veut dire que si je veux récupérer par exemple, tout simplement ici je veux récupérer ce 3e dictionnaire, eh bien je dois écrire entre crochets 2, puisque là je suis dans une liste, et là j'ai accès au dictionnaire numéro 3. N'oubliez pas hein, que la numérotation, les indices hein, des éléments dans une liste commencent par 0, 0, 1, 2. Donc si je veux récupérer le 3e élément, j'indique l'indice 2. Donc je vais récupérer ici, vous voyez, ce dictionnaire. Donc si on regarde, alors attendez que je relance. Ah, donc vous voyez, j'ai bien récupéré le bon dictionnaire. Alors par exemple, si je veux regarder, si je veux avoir accès au nombre de proies disponibles dans cette zone, eh bien il suffit que je demande d'avoir accès d'abord au dictionnaire, et ensuite j'indique la clé. Le dictionnaire étant récupéré, j'indique la clé, et je vais bien sûr avoir accès à la valeur dont j'ai besoin. Alors, les tuples, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, hein. Les tuples sont des objets non mutables, hein. C'est-à-dire qu'on va les utiliser comme on pourrait les utiliser avec des listes, c'est-à-dire les parcourir, récupérer des données, traiter des données, mais le tuple ne peut pas être modifié. C'est un objet qui est non mutable, hein. Mais là, le parcours, la lecture des données se fait comme on pourrait le faire avec une liste. Alors ensuite, il y a ici quelque chose qui est important. Vous savez que je peux trier une liste. Donc vous avez ici la méthode sort qui permet de trier une liste ici en place. Alors je vais vous faire une petite démonstration. Donc ici, si je prends liste et que je crée une liste, voilà, j'ai créé une petite liste. Et donc si je fais liste.sort, vous voyez que là ici, cette méthode a renvoyé none, tout simplement parce qu'elle a trié la liste en place. C'est-à-dire la liste a été modifiée. Si je regarde liste, vous voyez bien que liste a été modifiée. Ce qui est complètement différent, je vais réinitialiser ma liste, que si j'utilise la fonction sorted. C'est-à-dire que là, je vais bien avoir une liste triée qui va m'être renvoyée, mais la liste d'origine, elle, n'a pas été modifiée. Donc voilà, ce sont deux notions importantes qu'il faut avoir en tête, puisque ce sont des questions qu'on pourrait vous poser. Dans le sujet numéro 11 que l'on va traiter, on va s'attacher à utiliser la méthode sort, qui appartient bien sûr à l'objet liste. Alors bien sûr, si vous avez oublié comment fonctionne sort, je vous invite à utiliser les aides qui sont intégrées à Python. Donc ici, vous pouvez faire un help. Attention, comme c'est une méthode de l'objet liste, donc il faut qu'on écrive liste, point, le nom de l'objet, point sort, et puis vous aurez accès à l'utilisation de cette méthode. Donc vous voyez, elle vous indique ici
toutes les choses dont je vous ai précisé ici, hein, qu'elle modifie la liste en place. Et bien sûr, on va après s'attacher à cette clé ici qui est passée. Vous avez un paramètre nommé ici qui vous permet de faire du tri spécifique. Et puis là, vous avez aussi le paramètre nommé reverse qui vous permet, si vous ne donnez pas de valeur à reverse, elle va vous ordonner la liste dans l'ordre croissant. Si vous mettez trop, vous aurez la liste dans l'ordre décroissant, tout simplement. Alors, cette méthode sort de la classe list, elle a des particularités, hein, qui est cette fameuse clé là ici, et qui va nous permettre d'indiquer de quelle façon je veux ranger mes valeurs. Donc, par exemple, hein, tout simplement, je vais vous faire un petit exemple simple. Donc, je vais créer une liste. Mais vous allez voir, ici, je vais les éléments seront des tuples. À supposer que, par exemple, ici, j'ai la taille, et puis là, par exemple, j'ai le poids. Donc, on va essayer de se mettre dans cet exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je vais faire quelques modifications. Voilà, j'ai créé une liste. Alors, ce que je peux réaliser ici avec la méthode sort, c'est de lui indiquer une clé en utilisant une structure particulière, comme vous pouvez le voir ici, qui est là, vous voyez, l'écriture lambda x. Donc c'est un peu comme si j'écrivais là ici le nom d'une fonction, j'indiquais le paramètre, deux points, et la valeur qui doit être renvoyée. Voilà le fonctionnement de cette fonction lambda. Alors, comment je l'utilise? Tout simplement, je vais pouvoir ici dire quel est le critère qui va me permettre, que je veux prendre en compte pour ordonner les éléments de la liste. Donc ici, tout simplement, par exemple, si je veux ordonner cette liste en fonction du poids, eh bien, je vais écrire liste pour le sort, donc ça c'est ma fonction. Je vais lui dire que je vais renseigner une clé qui va ordonner, qui va, comment dire, faire un choix sur ici l'élément sur lequel je veux agir pour ordonner ma liste. Donc je vais écrire lambda x. Donc là le x, en fait, vous voyez, à chaque fois ici que je vais regarder un élément, en fait le x c'est ici l'élément de la liste qui va être pris en compte. D'accord? Et je vais dire, je veux ordonner en fonction de l'élément qui se trouve en position 1. C'est-à-dire ici, vous voyez bien que c'est en position 1 dans chaque tuple, c'est le poids. Et donc quand je fais entrer et que je regarde la liste, puisqu'elle a été modifiée en place, ça je le sais, je regarde, et bien je vois bien que maintenant mes éléments ont été ordonnés dans l'ordre croissant en fonction du poids. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux faire la même chose en indiquant la deuxième clé. Je vous remontre ce que je vous avais fait voir tout à l'heure. Là, ici, on a bien une deuxième clé qui est reverse, qui va me permettre de ranger dans l'ordre décroissant. Donc, je peux faire ici, virgule,
reverse égale true. Et donc si je regarde liste, là cette fois-ci, ma liste a été rangée dans l'ordre décroissant. Alors bien sûr, je peux avoir la nécessité de ranger, d'ordonner ces valeurs, mais par rapport à la taille. Donc je pense que vous avez compris que la taille, c'est pour chaque élément, pour chaque tuple, hein, l'élément qui se trouve en position 0. Et donc là, si je regarde la liste, je vois bien que cette fois-ci, c'est la taille qui a été prise en compte pour ordonner les tuples dans la liste. Alors, nous allons revenir sur l'algorithme des cas plus proches voisins. Je vais vous montrer un peu le fonctionnement rapidement, mais ensuite je vais vous faire un TP complet pour que si vous avez des questions sur cette notion, vous puissiez répondre sans aucune difficulté à des questions liées à cette notion. Alors, vous voyez là ici, on imagine hein, qu'on cherche à savoir si un renard pourrait vivre dans une nouvelle zone de forêt. Et donc, tout simplement, on va utiliser quelque chose qui est assez intuitif. Si dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. Donc, une zone, hein, quand on va avoir une zone, on va regarder quelles sont les zones avoisinantes et puis si elles contiennent des voisins ou non. Alors, quand on dit attention avoisinante, c'est des zones qui sont ressemblantes à la zone qu'on est en train d'étudier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ressemblante? Eh bien, on va voir ça dans le TP que je vais vous montrer. Hein. La ressemblance, ça va être calculée, ça va être un calcul qu'on va faire, un calcul de distance. On va avoir des caractéristiques de la zone, et puis on va faire un calcul de distance qui va nous dire quelles sont les zones qui sont au niveau des caractéristiques les plus proches de celles de la zone qu'on est en train d'étudier. Et puis on va pouvoir conjecturer et puis définir si des renards peuvent vivre dans cette zone ou non. Alors le principe est assez simple. Il va falloir qu'on choisisse le nombre de voisins que l'on va prendre en compte. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 voisins. Et puis on va essayer de formuler une réponse. Alors, de façon générale, pour éviter les égalités, vous allez voir qu'on choisit souvent un nombre de voisins qui est impair. On évitera les égalités. Alors là, par exemple, vous voyez, si je prends k égale 3, dans notre cas, là, c'est un cas vraiment basique. Donc, si je regarde ici, là, en termes de proximité immédiate, quelles sont les zones qui sont le plus proches de ma zone que je suis en train d'étudier, ici avec le point d'interrogation. Donc vous voyez que si je prends k égale 3, eh bien je vais avoir en fait ici deux zones avec des renards et une zone sans renards. Donc je vais voter à la majorité et donc je vais dire ben voilà, ma zone peut contenir des renards. Alors on va voir les étapes qui nous permettent d'utiliser cet algorithme. Hein. On va calculer cette fameuse distance. On va trier les distances de la plus petite à la plus grande puisqu'on veut garder celles qui sont le plus proches de la zone qu'on étudie. Et puis, on aura fait le choix de cas, donc on va garder les cas premiers voisins. Et puis, on va tout simplement voter à la majorité et puis regarder s'il y a présence ou non de renards dans notre zone que l'on étudie. Alors, la distance qu'on prend, c'est tout simplement une distance de type euclidienne. Hein. Vous voyez ici, on va tout simplement prendre les caractéristiques de deux zones et puis on va faire ce calcul donc, que vous avez vu en mathématiques hein, quand vous avez fait la distance entre deux points dans un plan. Donc, par exemple, ici, si je prends mon dataset, vous voyez, ce que je vais faire tout simplement ici, c'est, vous voyez, si je prends ces deux zones ici, hein, celle-ci, cette zone ici, puis cette zone qui est ici,
Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire 9 moins 10 au carré, 6 moins 5 au carré, 0 moins 9 au carré, 4 moins 10 au carré, etc. Et on ne prendra pas la présence du renard, hein, on verra après dans la suite comment on exploite toutes ces données. Et on va additionner ces différences de carré et on va en prendre la racine carrée, c'est ce qui va de cette somme et c'est ce qui va établir notre distance. Et puis, ben, quand la distance est plus petite, ben, on estimera que cette zone s'approche des caractéristiques de notre propre zone. Donc voilà pour l'introduction à ce sujet numéro 11. Mais avant de passer à la résolution des questions, je vais vous présenter un TP sur les cas plus proches voisins. Alors, en lien avec le sujet 11 de l'épreuve pratique de Hennessy, je vais vous présenter un exemple de l'utilisation de l'algorithme KNN, hein, des cas plus proches voisins. Et donc, on va se placer dans un contexte particulier. Donc voilà, on est développeur en IA dans une clinique. Et puis, on souhaite automatiser le diagnostic de tumeurs mammaires. Donc, le médecin mesure deux caractéristiques de chaque tumeur, la taille en millimètres et l'irrégularité du contour. Donc, scores qui vont de 1 à 10. Donc, on dispose d'un historique de 20 tumeurs dont on connaît parfaitement le diagnostic. Hein. Est-ce que la tumeur est bénigne ou maligne? Alors, bien sûr, attention, ces données sont des données fictives et simplifiées. Si on devait réaliser un réel outil médical, hein, on devrait avoir des données qui sont certifiées, validées par une clinique dans un cadre qui est réglementaire. Ici, on est purement dans un exemple pédagogique. Donc, je regarde ici le dataset, donc je dispose du dataset. Donc, si je regarde comment est construit le dataset, donc ici, ben, j'ai un identifiant qui me permet d'identifier chaque enregistrement lié à une tumeur. Donc ici, vous avez la taille en millimètres, le nombre d'irrégularités de la tumeur et puis son diagnostic. Est-ce qu'elle est bénigne ou maligne? Alors, d'un point de vue du dataset, voilà comment on a construit le dataset. On a construit tout simplement une liste de listes où chaque élément du dataset est une liste qui contient la taille, le nombre d'irrégularités et puis son diagnostic. Alors, si je dois observer dans un premier temps les données et puis je regarde un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire comme première analyse, donc je pourrais dire tout simplement que si la taille est inférieur ou égal à 16 et que le nombre d'irrégularités est inférieur ou égal à 6, je pourrais dire que j'ai affaire à une tumeur bénigne. Et puis, pour une tumeur maligne, donc si je regarde un peu les données, je vais pouvoir dire, si j'ai une taille qui est supérieure ou égale à 25 et que j'ai quelque chose j'ai une tumeur qui a des irrégularités qui sont supérieures ou égales à 7, je pourrais la classer dans les tumeurs malignes. Voilà la première observation que je pourrais faire en regardant ce dataset. Alors bien sûr, si vous voyez, si je prends 20 mm et 6, eh bien là, intuitivement, je vais me dire, où est-ce que je pourrais classer cette tumeur? Je n'en sais trop rien. Vous voyez, hein, intuitivement, je ne pourrais pas dire exactement où je pourrais la placer. Alors, je vais dire, comme par rapport aux caractéristiques que j'ai données, 20 mm, donc c'est au-dessus de 16, 6,
donc ça tomberait dans plutôt bénigne, alors que la taille, voilà, c'est entre les deux, donc il pourrait dire, bon, il y a des chances qu'elle soit bénigne, mais là c'est vraiment de façon intuitive, hein. Alors nous allons donc utiliser la notion, l'algorithme des KNN, et puis tout simplement, hein, on va s'intéresser eh bien, au phénomène de proximité. Donc je vous ai fait un petit dessin. Donc vous voyez ici, vous avez des tumeurs qui sont malignes en vert, qui sont bénignes pardon en vert, des tumeurs malignes en rouge. Et puis vous voyez, je vais placer un point aléatoire. J'ai choisi k égale 5, c'est-à-dire je vais étudier la proximité. Et vous voyez que là, bah, si je regarde les 5 plus proches voisins ici de la tumeur que j'analyse, eh bien les 5 plus proches, ce ne sont que des tumeurs bénignes, donc je vais supposer que la tumeur que j'essaye d'analyser, elle est bénigne. Donc, vous voyez, je peux m'amuser à déplacer. Donc vous voyez, j'ai déplacé ma tumeur en fonction de sa taille et de ses irrégularités. Donc vous voyez ici, si je place, je vois bien qu'ici j'ai une bénigne et 4 malignes qui sont le plus proches. Donc en termes de proximité, hein, si je fais un vote à la majorité, ici, je vais la classer dans les tumeurs malignes. Alors bien sûr, je peux avoir, vous voyez, je classe ici, et donc vous voyez, j'ai pris ici 5 voisins. Si je prends 3 voisins malignes, 5 voisins malignes, 7 voisins malignes, 9 voisins malignes. Donc là, il n'y a pas trop de soucis avec cette tumeur. Donc là, si je prends, vous voyez, j'ai déplacé un peu la tumeur que j'analyse. Donc ici, 5 voisins bénignes, 3 voisins bénignes, 7 voisins bénignes, 9 voisins bénignes. Et donc, vous voyez, ce que j'essaye de faire, vous avez compris, c'est de regarder si je peux me placer à un moment donné et avoir quelque chose qui est un peu problématique pour moi. Donc, si je regarde ici, alors il faut que j'y parvienne, ce qui n'est pas forcément facile comme ça à la main. Alors, vous voyez ici, 1, c'était maligne, mais 1, c'est pas très parlant. Il faut que j'essaye de me fixer à peu près un endroit qui soit stratégique. Alors voilà, ici vous voyez j'ai ma tumeur qui est ici, donc si je regarde ici 3 malignes, 5 malignes, 7 bénignes, 9 malignes, vous voyez, ça, en fonction du choix de cas, je peux avoir un résultat complètement différent en utilisant le vote de la majorité de la proximité. Donc ça veut dire que il va falloir que j'analyse à partir de données que j'ai récupérées, et puis on va voir comment on fait cette analyse pour choisir un cas qui soit le plus fiable possible. Alors, bien sûr, on a, je vous ai fait un petit, ouais, vous voyez par exemple, je vais effacer ici un point. Supposez, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, je vais vous faire voir ici, un outlier ici, c'est-à-dire qu'on a supposons qu'on a une tumeur qui soit maligne et qui se trouve ici. Vous voyez, par exemple, si je fais, je vais vous montrer, tout bêtement. Vous voyez, à supposer que ici, non, ça ne va pas me permettre de vous faire quelque chose d'efficace. Je vais plutôt choisir ça. Donc voilà, ici, vous voyez, si jamais j'avais un point qui soit ce qu'on appelle un outlier, comment dire, une tumeur hors zone, qui ait des caractéristiques particulières qui ne sont pas celles qu'on attend, c'est ce qu'on appelle un outlier. Donc ça veut dire que j'ai normalement des caractéristiques qui pourraient me faire croire que
cette tumeur est bénigne, mais en réalité, elle est maligne. Donc cela peut arriver. Donc, hop, je me mets ici. Je vais vous en dessiner un. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut? Non. Oui. Hop. Voilà, j'en ai un. Donc, vous voyez ici, eh bien, si jamais je viens placer tout simplement une tumeur que je veux analyser, vous voyez, je vais analyser ici, je vais mettre une tumeur ici. Donc, vous voyez, le plus proche, ce sera cette tumeur qui est un peu particulière et je vais la classer. Donc, si je prends qu'un seul voisin, je vais la classer dans les tumeurs malignes. Alors que si je prends plusieurs voisins, je ne la classe plus dans les tumeurs malignes. Alors pourquoi cette question? C'est-à-dire que, pourquoi cette observation plutôt? C'est-à-dire que, attention, si jamais je prends k égale 1, la fiabilité n'est pas bonne à cause justement de ces fameux outliers que je peux rencontrer. Alors, la distance euclidienne, donc c'est celle que je vous ai présentée en introduction de ce sujet numéro 11. Donc, c'est celle que nous allons utiliser. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un point avec deux caractéristiques et puis on nous demande de construire cette distance euclidienne. Donc là, rien de difficile. Donc, vous voyez ici, j'ai la différence de taille, la différence de régularité, donc sur deux points A et B. Donc, si je devais écrire mon code ici, j'écrirais tout simplement ici que c'est la taille au carré plus la différence de la taille au carré plus la différence d'irrégularité au carré. Et puis, ben, je n'aurai plus qu'à renvoyer ici la racine carrée. Donc là, il faut que, vous voyez, j'ai fait un from mat import sqrt qui est la fonction de la bibliothèque math qui permet de faire un calcul de racine carrée. Donc je vais écrire sqrt et puis je vais mettre la somme ici des carrés. Voilà, tout simplement. Alors, voilà pour le calcul des distances. Donc c'est avec cette distance euclidienne que l'on va pouvoir prédire quelles sont les zones les plus proches de notre zone d'étude. Donc ici le point le plus proche, ici, hein, la tumeur que l'on étudie, quelles sont les tumeurs qui sont les plus proches en caractéristiques de cette tumeur que l'on a sous les yeux. Alors, vous avez vu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la fonction de la bibliothèque SQRT, de la bibliothèque math, hein, qui est SQRT, c'est-à-dire que ici, si tout simplement, hein, mais ce n'est pas forcément, si vous ne faites plus de maths, peut-être que vous n'avez jamais vu, vous pouvez faire à la puissance 0,5 et ça vous permet de prendre aussi la racine carrée. Donc là, voilà, c'est juste informatif, hein. Donc, bien sûr, hein, mais comme on dit, hein, là on va pas s'attarder hein, sur ça. Alors oui, cette fonction qu'on a créée ici, elle ne fonctionne que sur deux dimensions. Si on avait plus de deux dimensions, qu'est-ce qu'on ferait tout simplement pour adapter cette fonction? Ben, tout simplement ici, hein, vous voyez, on va le faire ici, hein, ça ne changera rien ici. Donc je vais tout simplement enlever ce qui est là, puis je vais faire, donc je vais prendre les caractéristiques hein, de chaque point. Donc je vais faire chaque caractéristique, hein.
et je vais le prendre pour chaque point. Donc je vais faire, allez, on y va, for i in range. Donc normalement, nous avons le même nombre de caractéristiques pour chaque enregistrement qu'on étudie. Donc j'en choisis l'un des deux. Je vais mettre en place ma variable ici, somme carrée, que je vais initialiser tout simplement à 0. Et puis je vais mettre à jour tout simplement cette variable. En tout simplement en lui ajoutant, eh bien ici, voilà. Donc vous voyez, j'ai fait la différence comme précisé. Oui, voilà, je mets au carré. Et puis tout simplement, une fois que j'en ai fait la somme, donc là s'il y a 4 caractéristiques, eh bien je vais traiter les 4 caractéristiques. Et ensuite, je n'ai plus qu'à prendre la racine carrée. Donc soit vous prenez la fonction SQRT ou vous utilisez la puissance 1/2. Donc voilà comment généraliser cette fonction distance. Alors, le problème que l'on rencontre, vous voyez ici, dans ce problème, alors on n'aura pas ce problème dans le sujet numéro 11, mais j'ai pris un exemple où on rencontre ce problème et on doit absolument le traiter. C'est-à-dire que si je prends la taille ici et l'irrégularité, je vois bien que l'échelle, vous voyez, l'intervalle dans lequel je récupère la taille, donc de 7 à 40, et si je regarde les irrégularités de la tumeur de 1 à 10, je comprends bien que quand je vais calculer cette distance, je vais avoir la taille qui va être prédominante. Et donc ça va écraser le nombre d'irrégularités et ça ne va pas intervenir dans l'évaluation de proximité au niveau des caractéristiques. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va normaliser ces deux caractéristiques, en tout cas leur valeur. Alors qu'est-ce que ça veut dire caractériser? C'est-à-dire les ramener dans un même intervalle. Donc en règle générale, vous voyez, on les ramène dans l'intervalle 0,1 à partir d'une formule qui est assez simple. Ici, donc je prends mon dataset, je vais déterminer du dataset que j'étudie quel est le maximum et le minimum, donc pour la taille, pour l'irrégularité. Et puis pour chacune des tailles, je vais les normaliser, c'est-à-dire je vais prendre cette valeur auquel je vais soustraire le minimum et je vais diviser par max moins min. Et je vais donc ramener toutes les valeurs entre 0 et 1 en gardant bien sûr leur importance, mais dans une catégorie définie, mais la taille et les irrégularités ici vont avoir un poids équivalent quand je vais faire ce calcul de distance. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à savoir, c'est-à-dire que je dois avoir cette phase de normalisation pour que toutes les caractéristiques soient prises en compte de façon équitable dans le calcul de la distance. Donc, comment je procède à la normalisation? Eh bien, nous allons regarder, tout bêtement. Donc ici, vous voyez, je prends les données. Donc ça, les données, c'est mon dataset qui est ici. Vous voyez. Je prends la colonne que je veux normaliser. Donc les colonnes, c'est-à-dire les caractéristiques que je veux étudier. Donc là, j'aurai 0 et puis 1. On est d'accord, la taille, et puis le nombre d'irrégularités sur la tumeur. Et donc ensuite, eh bien, tout simplement, je vais normaliser. Donc, pour chaque... Alors ici, les données ont deux caractéristiques, 0 et 1. Donc 0 la taille, 1 l'irrégularité. Je récupère le minimum et le max pour ces deux caractéristiques en utilisant ici
la fonction trouver min-max. Alors vous voyez, trouver min-max, hein, c'est simple, hein. Je vais tout simplement, pour une colonne, donc pour une caractéristique, créer une liste en compréhension qui récupère toutes les données de mon dataset. Là, par exemple, sur la taille, donc en passant le numéro de la colonne, ici par exemple 0, et je vais récupérer ici toutes les données ici pour la taille, qui vont être dans une liste. Et puis j'ai tout simplement demandé à renvoyer le minimum et le maximum. Donc quand je crée deux variables, comme ici, minimum, maximum, quand je vais faire appel à ma fonction, donc elle va me renvoyer deux valeurs, d'abord le minimum, d'abord le maximum, donc qui seront bien référencés, hop, pour le minimum par cette variable, pour le maximum par cette variable, puisque cette fonction va bien renvoyer deux valeurs. Et je fais pareil pour les irrégularités. Hein, comme c'est la deuxième colonne, donc celle qui a indice 1, je vais bien faire la même chose pour les irrégularités ici. Donc je récupère bien le minimum et le maximum. Ensuite, qu'est-ce que je fais tout simplement? Eh bien là, je vais prendre chaque ligne de mes données. Donc les données, c'est celles qui sont ici. D'accord? Je vais prendre chaque ligne des données et je dois normaliser la taille et les irrégularités et reconstituer en fait mon dataset en ayant cette fois-ci les tailles et les irrégularités qui ont été normalisées. Alors, les calculs que je dois faire ici, eh bien, c'est tout simplement celles que je vous ai montrées dans le tableau précédent. Donc ici, je vais prendre ligne, donc je vais prendre la première ligne, je vais récupérer de cette ligne la donnée auquel je vais enlever, donc là c'est la taille, donc la taille c'est bien 0, auquel je vais enlever le minimum lié à la taille que j'ai récupérée ici, divisé par, eh bien, le maximum pour la taille, moins le minimum pour la taille. Je vais faire la même chose pour les irrégularités. Et donc ici, je vois bien que c'est la deuxième valeur, donc c'est celle qui est à l'indice 1. Et puis bien sûr, ici, c'est les irrégularités que je dois prendre pour le minimum et le maximum, donc celle calculée juste sur cette ligne ici. Et voilà, j'ai calculé la norme. Et puis la ligne 2, là ici, vous voyez, ligne entre crochets 2. Et bien pour reconstituer le dataset, n'oublions pas que je dois renvoyer ici le résultat de l'étude de la tumeur. Est-ce qu'elle est bénigne, est-ce qu'elle est maligne? Et donc je vais reconstituer mon dataset et avoir un dataset qui va être normalisé. Et donc je vais travailler sur ces données qui vont être récupérées. C'est-à-dire là ici, je vais avoir les données normalisées. Alors, est-ce que je peux là directement vous montrer? Alors oui, sans doute, mais il faut que je bloque tout le pipeline. Pour ne pas qu'on soit gêné. Voilà. Donc, si je prends maintenant normaliser les données, que je passe en paramètre mon dataset, donc cette variable qui est ici, eh bien, si vous regardez le résultat obtenu, donc vous voyez que les tailles et le nombre d'irrégularités ont été normalisés. Maintenant, j'ai
je n'ai que des nombres qui auront le même poids dans le calcul de la distance, c'est-à-dire des actions équivalentes, hein, et j'ai là un dataset normalisé. Vous voyez par exemple ici, hein, je vois que là, ces deux caractéristiques sont proches, taille et pourtant nombre de tumeurs, ce que je n'aurais pas forcément pu évaluer comme ça en regardant, juste en observant. Donc voilà pour la normalisation des données et son importance. Alors, on a ici la fonction normaliser point qui va me permettre de normaliser un point. Alors, généralement, c'est utile quand je vais prendre une tumeur et que je vais vouloir l'analyser. Je vais d'abord normaliser ses caractéristiques avant d'utiliser mon algorithme du KNN. Alors maintenant, je vais vous détailler la fonction KNN classifieur hein, qui va mettre en place mon classifieur, mon classificateur. Et donc, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Donc là, je vais passer en paramètre le dataset. Donc, le dataset, hein, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Alors, on va voir que c'est pas tout à fait ça. On verra après dans la suite. On va prendre le nouveau point qu'on veut étudier, donc la nouvelle tumeur. Et puis là, on aura fait le choix d'un nombre de voisins considérés. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en place? Vous voyez, je mets en place d'abord un dictionnaire, une liste distance vide. Je vais prendre chaque point de mon dataset. Donc, je vais d'abord prendre les caractéristiques. Donc ici, la taille de la tumeur et puis le nombre d'irrégularités. Et puis là, le label, hein, si elle est maligne ou bénigne. Je vais faire le calcul de la distance du point du dataset par rapport au point que j'étudie, par rapport à la tumeur que j'étudie. Et je vais envoyer dans ma liste ici une liste qui contient la distance calculée et le label. C'est-à-dire que le point de mon dataset, donc la tumeur de mon dataset, est-ce qu'elle est de nature bénigne ou maligne? Donc je vais avoir quelque chose qui va être de ce type, hein, si vous voulez que je sois un peu plus précis. Donc par exemple ici je vais avoir une distance. Et puis là je vais avoir par exemple la caractéristique, le résultat hein, de la tumeur, est-ce qu'elle est bénigne ou maligne. Et puis je vais faire ça pour tous les éléments de mon dataset par rapport à la tumeur que j'analyse. Hein. Voilà, etc. D'accord. Voilà à quoi va ressembler ma liste distance. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? Alors j'ai besoin des 4 plus proches voisins. Donc il faut que j'ordonne ces éléments du plus petit au plus grand, mais du plus petit au plus grand en prenant en compte ici cette distance. Donc j'utilise donc la clé ici, le paramètre nommé qui, avec la fonction lambda comme j'ai pu vous le montrer précédemment. Alors, pour vous redonner un exemple, supposons que j'ai une liste d'individus caractérisés par exemple par leur taille et leur poids. Je vais vous en mettre quelques-uns pour que ce soit exhaustif.
ça, ce sera pour le dernier. Donc, si je demande à ce que ces individus soient ordonnés, donc à l'aide de la clé donc ici, vous voyez, je vais mettre 0, donc ça veut dire que ça va être ordonné en fonction de la taille. Alors, c'est bien sûr modifié en place, et vous voyez bien que les individus ont été rangés en fonction de leur taille. Si j'avais décidé de ranger en fonction de leur poids, vous voyez que là, c'est en fonction de leur poids qu'ils ont été ordonnés dans ma liste. Donc voilà ce que fait cette deuxième étape, hein. On trie en fonction des distances. Alors ensuite, bien, je vais choisir seulement les cas plus proches voisins. Donc hein, si je reprends ici ma liste d'individus, donc vous voyez, et puis que je ne veux récupérer que les deux plus proches, enfin les deux voisins, les plus petits ici par rapport au poids, les moins lourds. Et donc là, je vais faire 2.2. Et vous voyez, je n'ai récupéré que les deux premiers. Là, ici, comme je n'ai besoin que des cas premiers voisins, c'est ce que je fais. Alors ensuite, je vais construire un dictionnaire qui va être tout simplement ici. Vous voyez, je vais récupérer, donc je récupère chaque élément. Alors, soit je vais récupérer ici, vous voyez, je vais chercher ici cas voisin, donc ici. Donc ce type de liste qui est ici. D'accord. Alors, je vous montre quand même, hein. Si je fais ça, si je fais ça, j'ai récupéré la taille. Et puis bien sûr, si j'écris le poids, j'ai récupéré le poids. Donc c'est ce qu'on fait ici, hein. Alors, vous allez me dire pourquoi là je n'ai pas mis de nom de variable. Bah, en fait, ici, je vais récupérer la distance, mais ça ne m'intéresse plus puisque maintenant ils sont ordonnés, hein, dans mon dictionnaire, dans ma liste ici, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le label. Est-ce que la tumeur, elle est du dataset, elle est maligne ou bénigne? Donc ensuite, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dictionnaire. Donc ce dictionnaire, il va ressembler à ça. Vous voyez, ça va être écrit. Et puis là, le nombre. Je vais mettre des valeurs qui sont fictives, hein, là. Voilà, je vais essayer de récupérer, voilà, le nombre de bénigne et maligne. Alors là, ici, là, j'ai fait un petit raccourci, c'est-à-dire que dès que je crée, en fait, je mets 0. Tout compte fait, vous voyez ici, si j'avais vraiment compté, je vais juste avoir un décalage de 1 en fait, hein, c'est-à-dire que je vais avoir 1 de moins, tout bêtement, hein, mais ça pose pas de problème, hein. Et on pourrait mettre 1 ici, puis ajouter 1 ensuite, hein, et ça ne pose pas de problème ici, puisque je vais faire un vote à la majorité, hein. Donc, quand je crée, je peux dire que je l'ai rencontré une fois, ce qui serait plus cohérent, et puis je mets 1, puis ensuite, donc ici, hein, si c'est pas déjà dans le dictionnaire, si la clé n'est pas dans le dictionnaire, ben je la crée, puis je dis voilà, je l'ai rencontré une fois, cette caractéristique, enfin ce diagnostic. Et puis sinon, ben, ce diagnostic existe, et donc j'ai juste à augmenter de 1. Voilà ce que je fais ici. Alors, sur lequel je vais, la particularité de la fonction max, je vais m'y attarder un petit peu. Donc, vous voyez, par exemple, j'ai récupéré ici ça. Donc là, c'est fictif, hein. Donc, que va faire la fonction max? Alors, je vais vous l'expliquer ici sur mon exemple, hein. Donc, j'ai la fonction max qui va prendre le dictionnaire vote
On va avoir aussi une clé. Et là, je vous explique comment fonctionne cette clé. Donc, quand je vais écrire x 2 points, là, il faut bien comprendre que, en fait, quand je vais prendre x 2 points, on va venir ici. Et vous savez que si je n'écris rien de particulier, qu'est-ce qui est récupéré ici? C'est tout simplement la clé. Donc, x va récupérer la clé. Et donc, moi, comme je veux le maximum, c'est-à-dire je vais identifier quelle est de ces deux valeurs le maximum ici, eh bien, je vais tout simplement dire, voilà, je veux trouver le maximum, mais lié à la valeur. Et je vais faire vote entre crochet X. Donc, ça veut dire qu'il va regarder pour vote X, c'est-à-dire la clé que je prends ici, bénigne, maligne, quelle est la valeur qui est la plus grande des deux. Et donc, il va regarder valeur, vous voyez. Et donc là, quand il aura identifié quelle est la plus grande des deux, il va renvoyer la clé. Donc, il renvoie bien la clé. Donc, si je fais entrée, vous voyez, il écrit bien ma ligne puisque c'est cette valeur-là qui est la plus grande. Voilà ce que fait cette fonction max. Alors, maintenant, nous allons entraîner notre modèle. Donc, on l'entraîne et on le teste. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que le dataset, c'est pas tout à fait ce dataset qui est ici. En fait, les données ici, je vais les découper en deux. Je vais faire une partie qui va me servir à l'entraînement de mon modèle et une partie qui va me servir à tester le modèle. Alors, on a l'usage de prendre 80% des données pour pouvoir entraîner notre modèle et donc il va rester 20% pour pouvoir tester le modèle. Alors, c'est cette fonction que j'ai mis en place ici, split train test, donc qui va me permettre de récupérer, vous voyez, une partie du dataset pour l'entraînement, une partie du dataset pour le tester. Alors, comment cela se passe? Alors, vous voyez ici, j'ai mis le ratio, donc 0,2, donc 20%, ça veut dire que les tests vont constituer 20% de mon dataset total. Les données, c'est le dataset complet. Et là, vous voyez, j'ai mis seed égale 42. Alors là, je vous explique un petit peu. Donc, comme je vais mélanger mes données, et puis après, une fois que mes données sont mélangées, je vais en prendre 80 et 20%. À chaque fois que je vais, par exemple, faire une étude sur mon dataset, j'aimerais bien avoir un mélange qui soit à chaque fois le même mélange quand je vais l'étudier sur plusieurs cas. Je veux pas un mélange différent. Donc, si c'est là mon but, je vais mettre en place ce qu'on appelle une graine du random, qui va me permettre, quand je vais utiliser Shuffle ici, donc mélanger les données, il va les mélanger de la même façon. D'accord? Alors là, vous voyez, donc j'ai pris mes données, j'ai fait une copie. Donc, vous voyez là, c'est une copie superficielle. Et je n'ai besoin que de ça ici. Une copie superficielle de mes données, là, qui va me permettre de ne pas toucher à mes données d'origine. Et puis ensuite, je mélange les données. Ensuite, je vais faire une coupure. Donc, vous voyez, j'ai pris la longueur fois le ratio. Et puis, je crée donc là, ici, ça va être 0,2. Et puis, je crée ma coupure. C'est-à-dire là, comme j'ai fait int, je vais aller pour le test de 0 juste à la coupure, donc 20%, et puis après le reste, je le prends pour entraîner mon modèle. Et puis je renvoie dans l'ordre ici le dataset d'entraînement et le dataset de test. Alors si je devais vous montrer ce que ça donne, donc vous voyez par exemple, je vais prendre ici, vous voyez mes données, hop, qui sont ici le dataset. Et là, vous voyez, il faut que, bien sûr, je sauvegarde ces données pour les utiliser. Donc ici, entraînement et test. Donc je peux écrire ici train. Alors on va dire que c'est mon premier entraînement, test, parce que ça renvoie deux variables. Donc ça va renvoyer deux sets de données. Et donc si je fais ça, je fais entrer. Maintenant si je regarde train 1,
ben, j'ai mes données d'entraînement. Et puis si je regarde test 1, vous voyez, j'ai les données que j'ai récupérées pour les tests. Donc ça va entraîner mon modèle. Et ensuite, une fois que j'aurai choisi la valeur de K, entraîner le modèle, c'est ça en fait, hein, c'est répondre à la question quel est le nombre de voisins qui me permettent à chaque fois de faire un pronostic sur ces données qui sont ici, qui soient correctes. Et puis ensuite, ben, je teste mon modèle et je regarde. Alors, une fois que j'ai entraîné mon modèle, ben, il faut que j'arrive à l'évaluer, ce modèle. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je prends le dataset d'entraînement, le dataset de test. K. J'ai le minimum, le maximum pour les deux caractéristiques ici qui font partie de mes données. Donc pour chaque tumeur ici. Et on va évaluer la précision du modèle. Alors au début, vous voyez comme on est dans un système médical, là ici, hein, on a ce qu'on appelle les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs, les faux négatifs. Hein. Tout simplement, ça c'est assez facile à comprendre. Alors, je vais prendre chaque tumeur de mon modèle de test. Je vais regarder quel est le vrai label. Je vais normaliser. Une fois que j'ai normalisé, je vais l'envoyer à mon classificateur avec la valeur de K que j'ai définie. Et puis, à chaque fois, il va regarder si c'est cohérent. Donc si c'est cohérent, je vais l'envoyer dans... Donc si c'est bénigne, donc cohérent, hein, je vais faire plus 1 vrai positif, maligne plus 1 à vrai négatif, donc ça veut dire que là les valeurs sont correctes. Et sinon, je fais plus 1 au faux positif, dans ce cas-là. Donc ça veut dire que ici j'ai un vrai label qui est bénigne, et alors que c'est la prédiction dit maligne, donc là c'est positif, la tumeur est maligne alors qu'elle est positive, donc c'est un faux positif. Et là et sinon dans le dernier cas j'ai un faux négatif. Une fois que j'ai fait cette analyse, je regarde combien j'avais de données dans mon dataset. Et puis bien sûr, je vais prendre les prédictions qui étaient correctes, c'est-à-dire les vrais positifs et les vrais négatifs. J'ajoute, je divise par le total. J'ai ainsi, pour ma valeur de K, la prédiction de mon modèle. Parce que je vous rappelle que je le fais pour tous les exemples de mon dataset de test, pour une valeur de K définie. Là, pour l'instant, je l'évalue sur une valeur de K. D'accord ? Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais construire donc une structure qui va pouvoir me donner le résultat. Donc ici, j'ai écrit matrice, hein, mais en fait, vous voyez, je vais récupérer les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs, les faux négatifs, et puis ensuite, je vais faire un return de ce dictionnaire et de la précision que j'ai obtenue. Alors, je vais vous montrer. Et donc maintenant, comment j'utilise tout ce que je viens de mettre en place. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Donc je vais envoyer mon modèle, et vous voyez là ici, tout a tourné. Et donc je vois que j'ai fait, donc vous voyez, alors je vous explique quand même. J'ai pris donc, j'ai évalué mon modèle sur plusieurs valeurs de K. Alors j'ai pris K de façon impaire, comme ça je n'ai pas d'égalité quand je dois faire, comment dire, un choix à la majorité. Et donc ensuite, j'ai créé une nouvelle tumeur. J'ai choisi K égale 3. Pourquoi? Alors je vais vous montrer, je vais vous faire voir pourquoi j'ai choisi K égale 3. J'ai normalisé les données de ma tumeur, vous voyez, et là vous voyez, je ne sais pas si c'est maligne ou bénigne. J'ai envoyé la prédiction avec le K choisi, et puis j'ai obtenu cette prédiction. Donc ici, maligne. Vous voyez.
Alors, je vous montre un peu quand j'ai entraîné mon modèle sur les différents cas. Donc ici, vous voyez, j'ai obtenu 100% à chaque fois, c'est-à-dire que quand j'ai pris les cas, en fait, mon modèle, là, il a l'air d'être parfait, ce qui n'est pas forcément... alors, mon dataset n'est pas suffisamment grand pour que ça puisse être efficace, hein. Alors là, je peux quand même regarder, hein, si je prends par exemple 9. Donc là, j'avais un résultat qui est ma ligne. Donc en fait, vous voyez, normalement ici, si j'avais pas des prédictions, par exemple, si j'avais ici une précision qui était de 80%, et là 90, et puis là j'avais 100. Même chose ici, j'ai 100. Donc je vais regarder, je vais prendre le cas qui me permet d'avoir une précision la plus grande, tout en excluant le cas égale 1. Vous voyez, je ne le prends pas, on a vu ça à cause des tumeurs qui pourraient sortir des caractéristiques habituelles rencontrées, hein, pour par exemple une tumeur maligne et puis qui serait en fait bénigne. Et puis j'ai aussi un autre nombre de cas à prendre en compte. Là, si je regarde ici la longueur de mon dataset, je vais vous montrer aussi, il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc je vais faire len de dataset. Donc ici, vous voyez, j'ai 20. Et si je regarde ici mon dataset, alors je pourrais, hein, vous voyez ici, j'ai mon dataset qui est ici. Donc si je compte le nombre de... donc ici j'ai 5, 5, 5, 5 ici, vous voyez j'ai 10 malignes, 10 bénignes. Alors le problème, c'est tout simplement si par exemple j'avais comment dire, un décalage. Alors je vais en rajouter un, je vais vous montrer. Si jamais j'avais bénigne, bénigne, j'avais plus de bénigne. Voilà. Et donc là, je vais mettre par exemple 18, 19, 20. Là, je vais mettre 3. Là, je vais mettre 4. Là, je vais mettre 6. Voilà, je vais relancer mon code. Alors, j'ai oublié une virgule quelque part. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai des bénignes, beaucoup de bénignes. Alors, si je prends, par exemple, si je prends K égale 20, le problème, c'est que comme il y a beaucoup plus de bénignes que de malignes, et comme il fait ça, donc il va prendre tous les résultats, et donc il va regarder, à chaque fois, la majorité, ce sera bénigne. Donc il va tout me classer, quelle que soit la caractéristique, il va tout me classer en bénigne. Hein, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait le surentraînement. Voilà un peu... Alors, je ne sais pas si je pourrais avoir une modification. Je vais vous montrer quand même si je change la... Alors, la fonction évaluer modèle, ça c'est bon. Explain train text. Voilà. Et donc là, je vais modifier la graine aléatoire. Je vais mettre 55, donc ça ne va pas prendre les mêmes datasets pour l'entraînement. Et bon là, vous voyez, à chaque fois, ça me fait 100%, ça range bien. Bon, mais c'est parce que j'ai pas assez de données. Tout simplement, il faudrait que je multiplie les données pour que je puisse avoir quelque chose de plus. Alors, je ne sais pas si...
Alors, je vais faire un, je vais mettre un. Ouais, je vais perturber un petit peu le dataset. Bon, vous voyez là, je j'ai rien de bien concluant. Donc tout est bien rangé. Donc voilà, mes données ne sont pas suffisantes pour que je puisse vous montrer là ici quelque chose qui pourrait perturber. Ah voilà, donc vous voyez j'ai rajouté un petit peu, voilà, j'ai un peu plus de données donc c'est un peu plus concluant. Donc vous voyez ici, bah, je ne vais pas prendre k égale 3 par exemple, hein, je vais plutôt prendre k égale 5, 7 et 9 où j'ai un meilleur résultat. Donc vous voyez, hein, les données n'étaient pas suffisantes. Là maintenant j'ai suffisamment de données hein, pour que je puisse comprendre que en fonction de k, je vais devoir faire un choix. Et donc k égale 1, c'est pas du tout stratégique de prendre k égale 1. Et on comprend pourquoi. Et là, vous voyez, j'ai 5, 7, 9. Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer. Si je prends là ici, là dans mon analyse, un peu plus de détails, ce sera plutôt pas mal. Donc voilà, donc après, vous voyez, ben, j'ai des données qui sont... vous voyez, j'ai un pourcentage de vote positif hein, qui est pas mal. Alors je ne sais pas si j'augmente puisque j'ai vraiment... Alors là, on va voir que normalement, je devrais avoir un phénomène particulier. Donc vous voyez là, quand je prends 21, 23, en fait, le vote n'est plus bon parce que en fait, je dois avoir un déséquilibre au niveau du nombre de bénines et malignes qui fait que mon modèle, là ici, les cas plus proches voisins, ben, comme il y a une prédominance de données qui sont dans une catégorie, eh bien ça se déstabilise complètement mon modèle. Donc vous voyez, à partir de k égale 21, c'est du surentraînement, je ne peux plus prendre, ou bien les données ne sont plus hétérogènes, donc je ne peux plus prendre euh, ce cas pour pouvoir diagnostiquer hein, le modèle. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est bénigne. Et bien, si je prends ici dans mon modèle, là le cas choisi, et je vais prendre 21, alors on va voir quel est le déséquilibre. Bon, ben, je pense que le déséquilibre, il y a trop de bénigne par rapport à maligne, vous voyez. Voilà pour cette petite approche de KNN pour que vous puissiez comprendre le sujet numéro 11. Alors la première question nous demande de coder la fonction distance qui va prendre deux paramètres. Chacun de ces paramètres est un habitat sous la forme d'un dictionnaire et qui va nous renvoyer la distance entre ces deux habitats. Donc on va regarder cette fonction. Donc j'ai mis en place une première variable qui est un tuple qui contient les clés qui vont être utiles pour récupérer les valeurs qui vont nous servir au calcul de la distance. Ensuite, j'ai pris ici une variable que j'initialisais à 0 qui va être la somme de mes carrés. Je récupère chaque clé grâce à une boucle for qui se trouve ici dans mon tuple des caractéristiques et je calcule la différence du carré pour chaque caractéristique. Donc comme les paramètres sont habitat 1, habitat 2, comme vous pouvez le voir, j'écris ici habitat 1 entre crochets clés, moins habitat 2 entre crochets clés, et puis entre parenthèses,
j'écris étoile étoile au carré pour calculer cette différence au carré. Ensuite, je renvoie la racine carrée de cette somme, donc j'ai écrit SQRT entre parenthèses somme carrée, et SQRT, j'ai pu le récupérer depuis ici, la bibliothèque maths. Alors, je ne suis pas obligé de prendre cette fonction, je peux aussi tout simplement utiliser ici la puissance 0.5 qui réalisera le même calcul. Donc par exemple, hein, je peux prendre deux habitats et puis essayer de faire une vérification. Donc ici, je me place dans la console. Je vais prendre zone connue, je vais prendre les deux premières zones. Donc je vais prendre la zone connue 0. Et puis ensuite, la zone connue, la deuxième zone connue qui est en position 1. Et puis, j'ai la distance qui va être calculée. Comme vous pouvez le constater. Dans la question 2, on nous demande d'écrire le code de la fonction distance d'un habitat qui prend en paramètre un habitat, donc qui est bien un dictionnaire de ce type. Vous voyez ici, là, j'ai ce premier élément ici qui est un habitat. Et une liste d'habitats, donc ici dans notre script, si vous regardez, je viens chercher ici from données habitat import zone connue. Donc je vais télécharger ici mon dataset complet qui s'appelle bien zone connue de tous les habitats dont je connais déjà la présence ou non du renard. Et on me demande de renvoyer une liste de tuples. Donc ces tuples vont contenir la distance entre l'habitat que je suis en train d'étudier et puis l'habitat de mon dataset. Et bien sûr, le deuxième élément de ce tuple, ce sera l'habitat du dataset par rapport auquel j'ai calculé cette distance. Donc si je regarde ici ma fonction, donc distance habitat, donc qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai écrit ici, vous voyez, distance habitat égale une liste vide. Donc c'est la liste que je vais renvoyer, que ma fonction va renvoyer. Donc je vais prendre chaque habitat de mon dataset. Alors mon dataset, hein, ce sera celui-ci, celui qui est dans ce script et qui est importé dans celui-ci. Donc je vais prendre chaque habitat, calculer la distance entre l'habitat que j'étudie et l'habitat du dataset que je suis en train d'utiliser à l'aide de ma boucle for. Donc je vais tous les traiter. Et puis je vais injecter dans ma liste ici de distance habitat, je vais injecter ici, vous voyez, un tuple qui contient la distance qui a été calculée et puis l'habitat de mon dataset par rapport auquel cette distance a été calculée. Et puis je renvoie, cette liste. Donc, si on veut en faire, par exemple, un petit test pour vérifier, donc je peux me mettre tout simplement ici dans la console. Vous voyez, je me mets dans la console. L'habitat que je vais prendre, c'est celui qu'on nous propose ici qui est nouveau. Et puis, je vais prendre ici zone connue. Et vous voyez, si je lance, j'obtiens bien, toutes les distances calculées par rapport à l'habitant, à la zone, à la nouvelle zone, et puis toutes les zones connues. Alors, pour la question 3, on nous demande de calculer
les distances avec les trois premiers habitats, zones de notre dataset qui se trouve dans le script ici données habitat. Et puis l'énoncé nous indique quelles sont les données que l'on doit avoir apparaître si nous avons bien programmé notre fonction. Alors tout simplement, nous allons ici nous mettre ici, je vais me mettre ici dans cette partie de mon code. Donc vous savez que quand j'écris if name égale main, ça me permet d'exécuter du code si j'exécute directement le script, mais ce code n'est pas exécuté si je me sers de ce script comme une bibliothèque. Alors, je vais tout simplement faire un print. Je vais prendre ici ma fonction distance par rapport à un habitat. Je vais le faire par rapport à zone connue et à mon nouvel habitat, donc qui s'appelle nouveau. Là, je vais écrire zone connue. Et puis, comme je veux les trois premiers, je fais tout simplement, là, ici, j'écris crochet 2.3, donc ça va prendre 0, 1, 2, donc bien les trois premiers. Et puis, je demande à exécuter mon script et j'obtiens bien les trois données. Vous pouvez vérifier les trois distances que m'indique l'énoncé. Alors, la question 4 me demande d'étudier la fonction présence renard car elle contient une erreur au niveau du traitement des tuples et on nous demande de la corriger. Donc, si je regarde ici ma fonction, donc je vois que j'ai une erreur qui m'est renvoyée. On me dit, float n'est pas un objet qui est suscriptable, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser des indices. Alors pourquoi? Je vais étudier un peu cette fonction et puis les fonctions annexes qui sont utilisées dans la fonction que l'on doit corriger. Alors si je regarde ici, donc on a k plus proche voisin. Donc les k plus proches voisins, que fait cette fonction? Tout simplement, donc ici, on va prendre k en paramètre, donc le nombre de voisins que l'on veut considérer, l'habitat que l'on veut étudier, et puis le dataset d'habitat dont on connaît la présence ou non du renard. On calcule ici toutes les distances par rapport à cet habitat qu'on étudie et aux habitats du dataset. On ordonne ça dans l'ordre croissant et on ne renvoie que les cas plus proches distances, puisqu'elles ont été ordonnées dans la ligne précédente, les cas plus proches distances dont on a besoin. Alors là, ce sera bien sûr, on est bien d'accord que ici, les distances vont être envoyées sous la forme, si on regarde ici, on a une liste de tuples. Donc ici, on va réceptionner ici, là, ça va renvoyer une liste de tuples. Et si par exemple k égale 5, on va avoir les 5 tuples où les distances sont les 5 plus petites qui ont été calculées. Et le deuxième paramètre, c'est l'habitat complet qui fait partie de notre dataset, c'est-à-dire un dictionnaire. Et donc, quand je viens dans présence renard, que fait cette fonction? Donc, elle utilise cette fonction des cas plus proches voisins pour récupérer, en fonction de la valeur de k qu'on a passé ici, quels sont les tuples qui contiennent les distances les plus proches.
On a une variable qui est initialisée à 0 qui est le nombre de renards. On va prendre chaque habitat de la variable ici, habitat, avec un S qui contient donc les habitats les plus proches de l'habitat qu'on étudie. Pour chacun de ces tuples, on récupère d'abord la distance, et ensuite la caractéristique, c'est on récupère l'habitat complet, c'est-à-dire le dictionnaire qui contient les caractéristiques. On regarde normalement ici, alors on voit tout de suite l'erreur qui est présente. Ici, nous allons, donc ici, on a un flottant, et donc vous voyez, distance ici, on a essayé d'utiliser un indice sur un flottant, ce qui n'est pas possible, parce que distance, c'est bien un flottant. En fait, nous, on voulait récupérer ici la caractéristique dont la clé est, donc la valeur dont la clé est présence renard. Ici, caractéristique, c'est bien le dictionnaire qui nous intéresse. Donc ici, on aurait dû avoir ici caractéristique. Vous voyez? Et là, bah, tout simplement, hein, si caractéristique présence renard égale 1, eh bien, on va bien avoir ici la caractéristique qui va être identifiée, soit 0, soit 1, si le renard est présent ou non. Et puis, si c'est le cas, le nombre de zones qui contient des renards va être incrémenté de 1. Et donc ensuite, eh bien, vous voyez, on fera un vote à la majorité. On fait k divisé par 2. Et puis on regarde si ce nombre de renards dépasse cette moitié, ici calculée sous la forme d'un flottant. Et donc on aura absolument un vote à la majorité. Alors bien sûr, on va voir hein, que on va prendre des cas qui sont impairs pour que ce soit plus facile, mais ce n'est pas une obligation. Alors, dans cette question, on nous demande si le nouvel habitat va contenir ou non des renards, et puis on va essayer de l'étudier sur plusieurs valeurs de k, donc le nombre de voisins qu'on va considérer. Alors, avant toute chose, on va revenir ici sur notre fonction présence de renard ici. Donc, si je regarde cette fonction, donc on va prendre ici k, le nombre de voisins, l'habitat qu'on considère, et puis le dataset qui nous intéresse. Donc, je vais tout simplement ici, par exemple, demander à faire un parcours, une boucle for. Je vais prendre une boucle for pour qu'elle prenne des valeurs de A à 15 en faisant un pas de 2. Et puis je vais faire un print, donc je vais faire une f-string, je vais écrire quel est le cas que j'ai considéré, c'est-à-dire le nombre de voisins, et puis je vais regarder ce que va me renvoyer la fonction renard. Donc bien sûr, hein, elle va me renvoyer ici true ou false, est-ce que le renard est présent ou non en fonction du vote à la majorité. Donc ici, je vais lancer ce code. Et vous voyez bien, ici pour 1, j'ai false, ensuite pour 3, pour 5, pour 7, pour 9, pour 11, pour 13, pour 15, j'ai true. Donc je peux considérer que dans cette nouvelle zone, le renard sera certainement présent. Alors attention à ce cas égale 1, ça je vous l'ai montré dans le TP, c'est-à-dire qu'on peut avoir hein, bien sûr des outliers, c'est-à-dire un habitat qui n'a pas les caractéristiques des habitats où on trouverait le renard, et pourtant on le trouve. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Et donc là, c'est le cas. Et donc, pour k égale 1, on a vu hein, que prendre un voisin, c'est quelque chose qui est assez risqué et qu'on ne fait pas à cause de cette possibilité d'habitat qui aurait des caractéristiques non conventionnelles où on pourrait normalement trouver le renard, et pourtant il y est bien présent. Donc voilà pour cette question
5, et le sujet numéro 11 est enfin traité. Alors vous regarderez un petit peu là ici les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, c'est-à-dire faire attention quand on prend ici, quand on se promène à l'intérieur, vous voyez ici de la liste et qu'on avait des tuples dont la première valeur est une distance, la deuxième est un dictionnaire. Si je veux parcourir le dictionnaire, ne pas me tromper de valeur quand j'utilise. Attention à SQRT, si jamais je fais pas un from math import SQRT, je peux pas utiliser la méthode SQRT, mais vous pouvez de toute façon utiliser la puissance 0.5, 0,5. On n'utilise pas les 5 clés, hein. Pourquoi on n'utilise pas présence renard? Déjà parce que c'est le résultat, c'est la caractéristique qu'on va étudier. Et puis, on voit bien que l'énoncé nous indique qu'on va étudier la présence des renards, qui elle est une valeur entre 0 et 1. Et ensuite, on nous fait utiliser les 4 clés pour utiliser KNN. Ces valeurs sont normalisées puisqu'on vous dit qu'elles sont comprises entre 0 et 10, donc elles sont bien à l'intérieur du même intervalle. Et donc, il faudrait, si on avait une 5e caractéristique à étudier, il faudra regarder si elle se trouve dans le même intervalle. Si ce n'est pas le cas, comme je vous l'ai montré dans le TP précédent, il faudrait normaliser les données pour qu'elles puissent être de même poids quand on va calculer les distances. Donc vous avez vu là, quand je vous ai dit, là, vous voyez, vous avez j'ai pris strictement supérieur à k divisé par 2, hein, donc ce n'est pas nécessaire de prendre des nombres impairs. Les nombres pairs vont quand même vous renvoyer une solution, même si on a de 2, hein, parce qu'il faut être strictement supérieur à 2. Donc on a un vote à la majorité. Ah oui, dans la question où on vous demande de tester sur les 3 premières valeurs, si vous ne voulez pas utiliser la notation crochet 2.3, vous pouvez vous construire votre mini-zone en prenant les 3 dictionnaires et puis en appliquant sur les 3 dictionnaires. Hein. Par exemple, je fais CTRL-C ici, je viens ici dans ma zone, ici, je vais couper. Voilà, je vais créer ici donc ma mini-zone avec les 3 valeurs, les 3 habitats que je considère. Voilà, et donc la question, si vous regardez, si je reviens sur la question qui était posée, donc on vous demande, c'est la question 3, là d'utiliser d'utiliser distance habitat, et puis sur les 3 premiers, donc là vous faites tout simplement ici distance habitat sur nouveau, et puis là vous avez créé votre mini-zone avec les 3 premiers habitats de notre dataset qui est ici. Hein, vous les copiez-collez tout simplement, et puis hop, vous mettez en deuxième paramètre votre mini-zone, et puis vous avez, vous voyez, les mêmes résultats qui sont affichés. Alors là, vous regardez bien si vous avez bien pris les 3 bonnes zones. Hein. Je pense que ce n'est pas le cas pour moi. Donc il faut absolument prendre les 3 zones qui vous intéressent, bien construire là ici vos 3 zones. Voilà. Et si je relance mon code, voilà, cette fois-ci, j'ai bien les 3 valeurs des 3 distances que je recherchais. Alors, dernière chose,
Voilà, vous avez un petit exercice en bonus. Je vous invite à essayer de le réaliser. Donc voilà pour ce sujet 11.